Le son a l'air ok, donc on va pouvoir commencer. Donc bienvenue à tous sur cette session de formation en ligne du guide 3D. Donc le sujet du jour, ça va être les trucs et les astuces sur SolidWorks. Une petite présentation rapide pour commencer. Donc moi c'est Rabo Guénel, je suis donc le formateur sur l'agence de Tours. Donc au sujet d'aujourd'hui, les trucs et astuces, donc j'ai décomposé ma présentation en plusieurs parties. J'ai décomposé en fait les principales parties, donc esquisse, pièces, assemblage et mise en plan. Et dans une dernière partie, on va regarder petites astuces et deux trois petites erreurs que vous pouvez rencontrer régulièrement et surtout comment les corriger et les éviter. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure en fait de ma présentation à poser des questions dans le chat sur la droite et donc on y reviendra sur une dernière partie afin que on puisse répondre à vos éventuelles questions. Donc au niveau d'une esquisse, la première partie que je vais aborder, ça va être avec surtout les symétries afin de vous montrer quelques petites astuces là-dessus. Donc je vais aller indirectement sur SolidWorks, ça va être beaucoup plus simple. Donc je vais faire des choses très simples aujourd'hui, rien de très compliqué. Je vais faire une première pièce dans laquelle donc je vais réaliser différents types de symétrie. Donc, je réalise pour l'instant une première esquisse avec des formes donc très simples et après je vais réaliser donc des symétries. Donc dans les symétries on va avoir la symétrie classique, mais on va surtout avoir aussi donc la symétrie dynamique. La symétrie dynamique, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle se trouve en fait dans vos outils d'esquisse. Donc pour l'utiliser, il faut donc déjà au préalable tracer une ligne de construction qui va nous servir à cette symétrie dynamique. Donc là je trace ma ligne de construction, je l'ai accrochée au milieu, ça me suffira pour le moment. Et je vais donc aller déclarer ma symétrie dynamique. Donc vous la retrouvez ici dans vos outils d'esquisse et vous avez à ce niveau-là symétrie dynamique. Donc on pourra reparler éventuellement un petit peu plus tard de tout ce qui est raccourci. Cette symétrie dynamique, moi je vais pas la chercher régulièrement ici, je l'ai rajoutée en fait ici dans ma barre d'esquisse et je retrouve ici la symétrie dynamique sous forme de raccourci. Donc si j'ai sélectionné la ligne, donc ce sera cette ligne là et je vais tout simplement faire un premier cercle, rien de très compliqué. Donc ici, je ne m'occupe pas des codes dans un premier temps. On verra dans une seconde partie comment en fait coter l'intégralité automatiquement d'une esquisse. Je pourrais prendre soin de mettre mes codes au fur et à mesure. Ici, on a eu des nouveautés là sur la version 2013 qui nous permet en fait de rentrer directement ici la valeur de la cote. Donc là, je l'ai pas fait, mais j'aurais très bien pu le faire. Ça marche pour une ligne, ça marche pour des rectangles, des carrés ou tout ce que vous voulez. Voilà, donc là je suis en symétrie dynamique, donc ça se remet également de l'autre côté. Donc ça, j'en ai pas besoin, je vais l'enlever. Une fois que vous avez fini de symétriser votre pièce, je vais décocher donc symétrie dynamique afin d'arrêter ma symétrie dynamique. Donc en termes de symétrie, on a ça. Vous avez également plus classique les entités symétriques. Donc ça, même principe, il faut avoir une ligne de symétrie que je vais positionner comme ça, par exemple. Et donc là, je vais choisir avec celui-ci. Qu'est-ce que je veux symétriser ici? Donc, je vais symétriser juste celui-ci, par exemple, et symétrie par rapport à ma ligne. Je valide. Donc ça c'est quelque chose de beaucoup plus classique, mais en termes de symétrie, là, j'ai tous mes éléments qui communiquent ensemble. On a également donc la taille qui est pareil. Donc pour l'instant je suis sous contraindre. Je vais tout simplement ici totalement contraindre mon esquisse automatiquement. On a en fait une fonction qui va vous permettre de réaliser ça. Donc sur mon esquisse très simple, pas forcément beaucoup d'intérêt. Maintenant ça peut être intéressant quand vous récupérez par exemple des DXF et que vous avez pas mal de choses à côté. Donc vous avez totalement contraint l'esquisse
Sur le même principe, je l'ai rajouté en raccourci un peu plus direct, de manière plus classique. Il va être rangé ici sous un total, sous afficher supprimer les relations, et vous avez donc totalement contraindre l'esquisse à ce niveau-là. Donc ici, si je rentre dans donc totalement contraindre l'esquisse, je vais pouvoir ajouter donc des relations et des cotes, soit sur toutes mes entités, soit sur juste une partie. Donc je vais ajouter sur toutes les entités tout type de relation qui va bien vouloir trouver, et donc des cotes que je vais accrocher soit sur le point d'origine par défaut, ou alors je peux lui dire que mes codes, donc ici horizontales, vont être accrochés à cette ligne-là, et mes codes verticales à cette ligne-là. Ici vous avez donc la position des codes, au-dessous de l'esquisse pour moi, et à gauche. Donc ça me va. Vous avez également au niveau de vos cotes ici comment vous voulez qu'il fasse cette cotation. Donc vous avez trois types de cotation: en chaîne, ordinale ou en ligne de base. Vous pouvez calculer dans un premier temps votre résultat, et après pourquoi pas, si ça ne vous convient pas, rechanger le type d'orientation. Voilà, ici par exemple, si je me mets en chaîne, là ça devrait changer ma cotation. Voilà, là j'ai bien mes codes qui sont les unes à la suite des autres. Alors que si je me mets sur ligne de base, je recalcule, toutes mes codes partent bien de mon origine. Je vais valider ça, et donc mon esquisse est maintenant totalement contraint. Donc après vous pouvez réajuster vos codes sans problème. Ici je vais rajuster mes codes rapidement. Je vais faire quelque chose. Voilà, on va mettre 10 ici, 10 ici. C'est vraiment pratique en fait quand vous récupérez un DXF qui peut être déjà coté, mais afin de récupérer une esquisse totalement contrainte, ou pourquoi pas de remodifier une ou deux cotes, ça peut être assez rapide. Cette cote que j'ai là ici, je vais la mettre donc de l'autre côté. Donc voilà pour mon esquisse totalement contraint. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de connaître ici l'angle. Donc là, si je veux rajouter mon angle, évidemment que là, ça va passer en fait en esquisse, donc sur contrainte. Parce que si je valide ici, ça passe en jaune. Donc j'ai la possibilité soit de laisser la cote pilotante, dans ce cas-là, ça va rester en jaune, ou alors de laisser cette cote pilotée. Donc une cote pilotée, en fait, ça va être une cote d'information, mais c'est pas celle-ci qui va commander. C'est celle-ci qui va prendre le dessus. Donc je peux après, pareil, inverser. Si jamais je veux piloter mon angle, celle-ci, je vais la passer donc en piloté, et celle-ci, je vais passer ici, je vais décocher piloter pour qu'elle devienne en fait pilotante. Et maintenant, je peux ajuster mon angle comme j'en ai envie. Si je laisse cette cote ici également pilotante, donc je vais avoir une esquisse donc sur contraint. Quand vous avez des esquisses donc qui sont sur contraint, faut pas hésiter en fait ici à les laisser sur contrainte et à utiliser cette partie-là. Ici, je vais revenir sur ma présentation. Vous avez donc là ça c'était pour le totalement contraint pour pouvoir le retrouver. Mais vous avez donc ici sur contrainte. Donc si vous cliquez sur cette partie-là, vous allez pouvoir en fait rentrer dans ce qu'on appelle ce qui s'appelle Sketch Expert ici, ce qui va vous permettre de diagnostiquer les erreurs de votre esquisse. Donc après, plus votre esquisse va être complexe, plus vous allez avoir de solutions. Donc évitez d'avoir des esquisses trop chargées. Là idéalement il aura fallu que je fasse mon contour, j'extrude et puis après mes trous, afin d'avoir vraiment des esquisses le plus simple. Donc ici il me propose cette solution pour réparer en quelque sorte mon esquisse, afin que les deux ici les deux codes soient pilotantes. Donc là il me propose dans un premier temps de supprimer la verticalité ici, donc ça m'intéresse pas. De supprimer ici cette verticalité, donc ça m'intéresse pas non plus. De supprimer cette longueur là, ça m'intéresse pas. Et enfin je retrouve ici la possibilité de supprimer donc cette cote là, qui faisait en fait de l'interférence. J'ai encore trois autres solutions, cette cote de 20, l'angle,
ou la dernière ici, le point milieu. Donc moi celle que je vais retenir, c'est celle-ci. Ici je fais donc accepter. Je valide. Donc ma cote disparaît. Maintenant j'ai donc mon esquisse qui va être qui est toujours donc totalement contraint et dans laquelle je n'ai plus d'erreur. Dernière chose que je vais réaliser donc sur cette esquisse, ça va être des congés afin de voir ici l'intersection virtuelle. On reviendra également après sur l'orientation des cotes et pourquoi pas changer les lignes d'attache. Je vais retourner sur ma petite esquisse ici. Donc je vais ajouter des congés là sur l'intégralité de mon esquisse. Des congés de 5, ce sera très bien. Je vais faire une petite fenêtre de sélection afin d'attraper tous mes coins. Donc là il me dit que j'ai des cotes en fait qui vont bouger. Donc ça, pas de souci. Et j'ai donc après ici, c'était les intersections virtuelles qui se sont créées à ce niveau-là automatiquement pour que ma cote reste accrochée à ce niveau-là. Maintenant là-haut, j'ai pas cette intersection virtuelle. Si vous voulez les ajouter, ces intersections virtuelles, afin de pouvoir accrocher une cote par exemple, eh bien il faut sélectionner donc vos deux lignes, cette ligne-là et cette ligne-là, afin d'ajouter un point. Et vous allez récupérer ici le point. Donc ce point ici que vous avez en fait l'intersection virtuelle de vos deux lignes va vous permettre pourquoi pas d'aller accrocher une esquisse, une cote pardon sur ce point par rapport à par exemple je vais prendre ici pour remettre donc la même cote que tout à l'heure. Donc je vais la laisser piloter. L'orientation des cotes. Ici, cette partie-là, verrouiller l'orientation d'une cote, changer sa ligne d'attache. Donc ça, en fait, l'orientation, c'est quand vous allez avoir une cote en biais, par exemple, comme celle-ci. Donc je vais coter entre mes deux arcs ici. Important là pour la suite de ce que je vais vous expliquer, de bien cliquer sur les deux arcs afin d'avoir donc ici soit la cote alignée, soit la cote projetée, soit la cote donc projetée suivant l'axe X ou Y. Et donc le clic droit ici vous permet de verrouiller cette orientation de cote. Si je fais un clic droit là, vous voyez que ma souris en fait, le clic droit ça change. Et quand c'est verrouillé ici, donc là je verrouille, je ne peux plus en fait passer sur une projection en X ou en Y. Donc ça peut être assez pratique quand vous avez des cotes qui sont comme ça inclinées, qui sont parfois difficiles à poser, vous mettez un coup de clic droit, ça va vous verrouiller l'orientation, et après vous pouvez poser la cote là où vous le souhaitez. Donc pareil, celle-ci je vais la laisser piloter. Donc cette cote ici, même si elle est pilotée, donc par mes autres cotes, rien ne m'empêche en fait de changer comment est-ce qu'elle va être accrochée. Là je suis accroché par le centre, donc ici je suis en centre mini, je suis accroché par le centre, mais je peux aller chercher ma cote mini ou alors ma cote maxi, des deux côtés. Donc après, à vous de voir comment vous voulez coter votre dessin. Rien ne vous empêche d'avoir ici des cotes qui servent en fait juste d'annotation en quelque sorte. Donc là j'ai déjà mon 70 ici. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Donc je vais finir par faire quand même mon bossage, puisque cette pièce-là va me servir pour la suite de ma démo. Donc je vais faire un petit bossage, je valide. Voilà. Donc au niveau d'une pièce ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir comme petits trucs et petites astuces? Ce que je vous ai noté là-dessus, donc là l'intersection virtuelle ici, je retrouve bien donc mon intersection virtuelle à ce niveau-là. Changer le plan d'esquisse. Donc ça peut être intéressant quand vous avez fini votre pièce ou même en cours de conception, vous apercevez en fait que c'est pas bon, que ça vous convient pas. Vous allez pouvoir en fait changer le plan sur lequel vous avez dessiné votre forme. Donc pour changer un plan d'esquisse, ici j'étais parti sur mon plan de face.
Si je veux qu'elle revienne sur un plan de dessus pour changer donc en fait l'orientation, hein, donc la première méthode pour changer l'orientation, ça va être de jouer sur le plan de l'esquisse. Quand vous avez qu'une seule esquisse, ça peut être très rapide. Maintenant, si c'est juste une histoire d'orientation de pièces dans l'espace, on verra dans un second temps qu'il y a une autre possibilité, sans forcément toucher au plan d'esquisse. Donc là, si je me mets sur mon plan de dessus, hein, j'ai mon esquisse qui revient sur le plan de dessus. Voilà. Là, je me suis remis en plan de face. Donc ça peut être intéressant en cours de conception de venir ici et de changer donc votre plan d'esquisse afin d'aller en choisir un autre. Donc ça peut être un plan ou une phase de pièce, peu importe. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, donc au niveau de la pièce, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire comme petit truc et astuce pour gagner du temps? Bah, pensez bien à ajuster toutes vos options sur vos modèles. Par exemple, là, moi, sur ma pièce, j'ai le centre de gravité qui vient automatiquement, puisque je l'ai déclaré en fait dans mon modèle de départ. Ici, j'ai le centre de masse. Donc ça, hein, ça vient automatiquement depuis ma pièce, depuis mon modèle. Donc bien régler vos modèles de base. Ici, j'ai donc le centre de masse et tous mes axes. Donc, pour ajouter le centre de masse sur vos modèles de base, il faut tout simplement faire une petite forme et la supprimer afin de garder le centre de masse. Sinon, vous ne l'aurez pas. S'il n'y a pas, vous ne pourrez pas créer le centre de masse tant que vous n'avez pas de volume. Donc l'astuce, c'est tout simplement de créer un petit volume, mettre son centre de gravité donc que vous retrouvez au niveau des géométries de référence ici, centre de masse, et ensuite vous le supprimez en veillant bien à garder ce centre de masse. Ici, si je fais donc la démo, je fais un petit volume, donc là mon centre de masse ça fait comme si donc il va arriver automatiquement, mais si je ne l'ai pas en fait, hein, je vais le supprimer. Donc là ça fait comme si je l'avais pas, donc je vais l'ajouter ici, insertion, géométrie de référence, centre de masse. Donc je l'ajoute ici, il est là, et je vais supprimer donc le bossage. Je supprime le bossage, donc là il faut que je garde en fait mon centre de masse. Donc les fonctions enfants, je vais les garder, par contre les fonctions absorbées, à ce niveau-là, je vais les supprimer. Pour ne garder ici donc que mon centre de masse. Et donc les fois suivantes, si je dessine une forme complètement différente, j'aurai tout de même le centre de masse qui va revenir et se mettre en place au bon endroit. Voilà. Je vais avoir mon centre de masse ici qui est caché hein, à ce niveau-là. Donc pareil, n'hésitez pas non plus à faire un petit peu du tri là-dedans, suivant ce que vous avez créé et suivant ce que vous voulez voir. Si par exemple vous voulez voir automatiquement vos esquisses, ici, veillez bien à les laisser allumer, ou pareil pour vos axes. Là sur mon modèle, hein, je me suis créé les axes, donc même principe, si je veux les voir sur mon modèle par la suite, veillez bien ici à les allumer, à les afficher à ce niveau-là, et donc dans votre volet d'affichage. Le volet d'affichage, pareil, moi je m'en sers énormément, donc du coup il est toujours ouvert, constamment. Sur mon modèle de base, ici je l'ai laissé ouvert. Et j'ai mis mon orientation en isométrique, par exemple. Vous avez également donc toutes vos options ici en deux modèles à régler. Ça c'est également important sur la partie par exemple unité ou la partie cotation, annotation ou autre. Donc important de bien régler ces modèles afin de gagner du temps par la suite. Donc les modèles, hein, pour rappel, après ça s'enregistre en faisant enregistrer sous ici, et ça s'enregistre en tout ce qui est extension dot. Donc PRT dot pour les pièces, DRW dot pour les mises en plan, et ASM dot pour les assemblages. Vous allez retrouver en fait à chaque fois cette extension dot pour tous vos modèles. Voilà. Je vais revenir sur ma présentation ici. Vous pouvez aussi régler pourquoi pas vos options de configuration sur votre modèle ici. Je vais revenir sur SolidWorks ici. Vous pouvez régler pourquoi pas ici
vos configurations, en créer une ou deux, pourquoi pas, si vous avez des états simplifiés régulièrement ou autres. Et vous pouvez également aussi aller dans vos propriétés ici de configuration afin de régler vos options. Donc tout ça, hein, ça va être inclus dans votre modèle de pièces. Donc, très important par la suite si vous voulez en fait gagner un petit peu de temps et pas refaire tout le temps la même chose. Voilà. Je vais retourner sur ma présentation. Ajouter les références à vos pièces de bibliothèque. Donc toutes vos pièces que vous allez enregistrer en bibliothèque, que vous allez utiliser régulièrement, ça va être intéressant d'avoir des références de contraintes. Donc ça, on va revoir ça sur la partie assemblage. Donc dans la partie assemblage, les différents points que j'ai notés pour aujourd'hui ici, première chose assez importante, la première pièce que vous posez dans votre assemblage, elle va être en fait automatiquement fixée. Donc si vous faites pas attention, potentiellement elle peut se fixer en fait n'importe où. Donc là il faut vraiment faire attention à ça, de manière à garder une pièce qui va bien marcher, quoi. Voilà. Donc je vais vous remontrer tout ça sur Swagger. Je suis juste en train de regarder s'il y avait des questions pour le moment. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Là je vois pour l'instant il n'y a pas de questions qui m'arrivent. Donc au niveau de l'assemblage, je vais prendre pareil un petit exemple très simple. Cette pièce là je vais la garder en stock. On va s'en servir après. Touc. Et je vais donc ouvrir un nouvel assemblage. Et je vais aller insérer donc une première pièce. Donc première pièce que vous allez insérer ici, assez importante. Donc là je vais prendre celle-ci. Donc je l'ouvre. Ici, donc par défaut, hein, la première pièce, elle va se fixer. Donc si vous cliquez n'importe où, elle va se fixer n'importe où. Pour qu'elle ne se fixe pas n'importe où, tout simplement, il faut venir ici valider. Donc là, je vais la fixer n'importe où afin de vous expliquer comment la remettre au bon endroit. Donc si je clique ici, ma pièce va se fixer ici. Ce qui fait que j'ai mon origine d'assemblage à ce niveau-là, et j'ai mon origine pièce qui est ici. D'accord? Donc là, après, si vous voulez travailler avec vos plans d'assemblage afin de faire des symétries de composants ou autres, ça va pas marcher. Il va falloir recréer des nouveaux plans, etc., etc. Donc pour corriger en fait ça à n'importe quel moment de votre construction, de votre conception, vous pouvez ici, ma pièce qui est donc avec le petit F, ma pièce fixe, je peux la libérer afin donc qu'elle soit libre et que je puisse la remettre n'importe où. Donc pour la remettre n'importe où, je vais tout simplement la contraindre avec donc l'origine de la pièce, entre l'origine de la pièce et l'origine de l'assemblage. Donc je chope mes deux origines ici et je fais donc contrainte. Ici, mes axes vont s'aligner, donc le plan de face sur le plan de face, plan de dessus, et donc plan de droite avec le plan de droite. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir la même orientation sur notre pièce et sur notre assemblage. Donc là, les axes sont alignés, je vais valider. Donc ensuite, dans un assemblage, il est bien en fait de connaître quelle est sa pièce fixe. Là, comme je l'ai contraint, j'ai plus le petit F. Ma pièce, elle est avec une contrainte qui, entre guillemets, me sert pas. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que ma pièce là est donc fixe, ce qui va me permettre de retrouver le petit F à côté. Et ensuite, la contrainte qui est maintenant en gris, puisque comme j'ai fixé cette contrainte-là, elle est du coup maintenant inactive, ça sert à rien que je la garde, je vais la supprimer. Elle m'a juste permis de repositionner ma pièce par rapport au plan de construction. Ensuite, donc sur les assemblages ici, vous allez pouvoir, pour assembler vos pièces, vous allez pouvoir glisser et déposer vos pièces au travers des fenêtres. Donc ici, sur mon exemple, je vais ouvrir en parallèle une pièce que je vais vouloir insérer. Donc ça va être ce couvercle là, donc je l'ouvre en parallèle et je vais ici mettre mes deux fenêtres.
Donc cette première pièce que j'ai assemblée ici, celle-ci je vais l'attraper par son arête et je vais tout simplement la faire glisser-déposer sur l'arête correspondante ici. Donc pour que ça marche, il faut que les diamètres soient pareils. Donc avec la touche tabulation, après je peux choisir l'orientation, parce que là encore, sur l'exemple, les trous tombent en face. Donc je vais me faire la même chose de l'autre côté, ici je vais en mettre un deuxième sur le même principe, et je choisis l'orientation. Donc super rapide parce que du coup, là j'ai appliqué, j'ai 3 contraintes qui se sont ajoutées automatiquement entre guillemets. Donc super rapide. Pour continuer mon assemblage ici, je vais ajouter donc d'autres pièces suivant d'autres méthodes. Je vais ici utiliser, si je reprends ma petite présentation ici, la punaise pour insérer plusieurs pièces d'un seul coup. Donc cette punaise, vous la retrouvez dans SolidWorks quand vous faites insérer des composants, vous la retrouvez ici. Donc si vous sélectionnez en fait plusieurs composants, par exemple là je vais avoir besoin de mes deux axes ici, donc je les sélectionne, je les ouvre. Donc si je ne coche pas la punaise, en fait, tout simplement dès que je vais poser la première pièce, je vais passer à la suivante. Donc là la première pièce a disparu, mais si je mets la punaise, là je vais pouvoir poser cette pièce là 2, 3 fois, autant de fois que j'en ai envie. Je fais échappe, et je vais regarder qu'une seule. Donc super pratique si vous avez toutes vos pièces en stock et que vous voulez les insérer en fait à la volée. Maintenant en termes de contraintes, ici donc depuis pas 2014, vous avez la possibilité depuis un petit moment maintenant de tout simplement faire glisser avec la touche Alt quelque chose sur un autre élément. Donc ici ma pièce, moi je vais venir l'emmener avec la touche Alt, sur le même principe que tout à l'heure, à travers mes fenêtres, mais là dans ma pièce, je vais prendre en fait avec ma touche Alt ici, cette arête là, je fais glisser déposer, donc là quand vous avez, en maintenant le clic, cette icône là, vous pouvez relâcher Alt et vous l'emmener après là où vous voulez. Donc je retrouve après le même symbole que tout à l'heure qui m'ajoute en fait ma contrainte avec donc ici une concentrique et une coïncidence. Si ici je regarde les contraintes, j'ai donc la coaxiale et la coïncidente qui se sont ajoutées. J'ai pas l'orientation puisque là j'avais pas de trou, comme pour mon couvercle. Celui-ci, je vais procéder différemment. Sur la 2013, vous avez la 2014, pardon, vous avez la possibilité d'aller aussi vite avec la touche contrôle, tout simplement en sélectionnant donc cette face-là. Vous appuyez sur la touche contrôle, vous allez chercher l'autre face, et quand vous relâchez CTRL, vous avez la barre ici qui vous propose qu'est-ce que vous voulez faire. Donc là ça va être contraint, et je vais prendre ici après par exemple celle-ci avec celle-ci, et je vais la mettre coïncident. Donc sur la 2014, là encore également, vous avez la possibilité de verrouiller vos coaxialités. Là donc ma pièce ici, elle tourne, et celle-ci tourne également. Si vous voulez figer vos rotations, vous pouvez ici attraper donc toutes vos coaxiales, donc celle-ci et celle-ci par exemple, afin de verrouiller les rotations. Donc une fois que les deux sont sélectionnés, faites un clic droit et vous avez ici verrouillé la rotation. Vous pouvez également utiliser les filtres là-haut afin de taper coaxial et de retrouver donc toutes vos contraintes coaxiales afin de toutes les verrouiller d'un seul coup. Pourquoi pas? Donc là, celles-ci, j'ai pas besoin de les verrouiller puisque elles se sont verrouillées automatiquement avec les coaxialités. Donc mon filtre là, je peux l'enlever. Donc ça va être très pratique quand vous faites de l'insertion de plusieurs vis. Si vous voulez en fait les verrouiller, vous allez les avoir directement. Je vais revenir sur ma présentation ici. Donc ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? Donc touche CTRL et ALT pour les contraintes. Dupliquer des pièces ou assemblage avec la touche CTRL. Donc si je retourne dans SolidWorks ici, je vais avoir donc la possibilité de dupliquer une pièce, que ce soit depuis l'arme de construction,
Donc là il a disparu mon arbre de construction. Ok, donc je vais pouvoir dupliquer mes pièces ici depuis ma 3D, d'accord. Voilà, donc là j'ai un petit problème d'affichage, d'accord, ça a planté. Ok, bah je vais le redémarrer, hein, je vais revenir sur ma présentation, c'est pas très grave. Donc pour dupliquer une pièce avec la touche contrôle, tout simplement vous l'attrapez et vous faites avec la touche contrôle, vous l'emmenez un petit peu plus loin. Donc l'utilisation de copier avec les contraintes, donc je vais le rouvrir avec, je vais repartir avec mon autre exemple là de la petite plaque que j'avais fait au début. Donc je vais redémarrer SolidWorks, c'est pas grave. Désolé hein, pour le petit contretemps. Le plantage classique ici, je sais c'est plantage classique, mais là avec la vidéo, ça fait pas mal ramer mon PC, du coup il a pas trop apprécié. Mais normalement avec le contrôle ça marche très bien. Pas de plantage normalement connu à ce niveau-là. Donc la fonction centre de masse, non, n'existe pas sur la 2012. J'en profite hein, pour regarder ici vos questions. Comment faire afficher le filtre? Donc le filtre que j'ai utilisé là pour retrouver toutes mes coaxialités, le filtre normalement de mémoire il doit être automatiquement là-haut. Si vous êtes sur une version, je sais pas sur quelle version vous êtes. Ok, donc je vais rouvrir ma pièce hein, que j'ai dessinée tout à l'heure et je vais ici donc cette pièce là, je vais non pas celle-ci que j'ai dessinée. Là je suis sur mes mises en plan. Voilà, donc cette pièce là que j'ai dessinée, je vais l'ouvrir et je vais la mettre dans un assemblage afin de voir donc d'autres options hein, avec ici copier avec les contraintes et la répétition pilotée par une répétition. Donc dans SolidWorks, donc cette pièce-là, je vais l'insérer, créer un assemblage à partir de la pièce. J'espère que ce coup-ci, ça va pas me replanter. Donc ma pièce, là j'étais un peu vite, du coup elle s'est positionnée n'importe où. Je vais recommencer, hein, je vais la refixer, insérer des composants, pièce, et donc ici hein, je valide. Voilà. Donc là de cette façon-là, ici j'ai bien mon origine d'assemblage qui est confondue avec mon origine pièce. Donc je vais prendre dans ma bibliothèque ici des petites vis que j'ai en stock et je vais donc en mettre pour le moment juste une seule ici. Donc je vais aller chercher mes vis et je vais mettre une vis H, peu importe. Voilà, donc là ici hein, c'est mis automatiquement puisque je lui ai mis donc une référence de contrainte sur cette vis. Je vais l'ouvrir dans un second temps afin de vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc là je vais choisir ma taille, je vais mettre une vis de 5, ce sera très bien, et la longueur, peu importe, ça me suffira. Donc ici cette vis là, donc l'intérêt pour moi là ça va être d'utiliser cette vis là et de la repositionner ici et ici. Donc, plutôt que de la repositionner à chaque fois, je vais pouvoir ici la copier en fait avec ses contraintes. Donc la vis ici elle a deux contraintes, la coaxiale et la coïncidente, qui se sont positionnées par l'intermédiaire de la référence de contrainte que j'ai sur ma pièce. Ici, là, j'ai mis une référence de contrainte au niveau de son arête. Donc après, automatiquement, quand je la mets dans l'assemblage,
j'ai la coaxialité et la coïncidence qui se font. Donc les références de contraintes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se passe ici. Et vous avez donc après la possibilité de choisir qu'est-ce que vous voulez faire. Donc pour ce résultat que j'ai, hein, j'ai juste sélectionné cette arête là et j'ai laissé défaut et n'importe. Ici, si je vous montre, hein, ma référence de contrainte, ici arête 1, défaut, n'importe. Donc super pratique ce type de référence de contrainte pour tout ce qui va être visserie. Après, rien ne vous empêche de faire des références de contrainte pour gagner du temps à l'insertion et qu'il y ait une coïncidence qui se fasse automatiquement ou autre. Donc là, je n'ai pas besoin d'enregistrer mes changements. Donc cette pièce-là, je vais la copier donc 3 fois. Donc la copier 2 fois plutôt. Ici, copier avec les contraintes. Donc comme j'ai deux contraintes, mes deux contraintes se retrouvent à ce niveau-là. Donc ma coaxialité, elle va changer, parce que ça va être maintenant ici. Par contre, ma coïncidence, j'aurai toujours ma même référence de face. Donc celle-ci va être répétée. Et donc la coaxiale, j'ai juste à lui indiquer que maintenant sa nouvelle coaxialité, c'est ici. Donc là, je peux valider une première fois. Et revenir ici sur cette face-là pour avoir une nouvelle contrainte. Donc là, avec le clic droit, hein, je peux également valider. Si j'aurais eu un troisième trou, j'aurais un quatrième trou, j'aurais pu positionner une quatrième pièce. Et pour en sortir, tout simplement valider. Donc là, ici, j'ai dans mon assemblage bien 3 vis qui sont identiques à la première. Donc autre possibilité que vous avez avec la répétition donc de pièces, ça va être d'être piloté par les répétitions potentiellement que vous avez fait sur votre pièce. Si je rouvre ma pièce, je vais lui ajouter un autre type de fonction, je vais utiliser l'assistance pour le perçage. Donc là, ce que je vais faire, hein, ça marcherait avec l'assistance pour le perçage ou avec toutes ces répétitions que vous avez ici. Les linéaires, les circulaires, dans une courbe, dans une esquisse, dans un tableau ou dans une zone. Je vais utiliser, moi, l'assistance pour le perçage, qui va me permettre de mettre plusieurs points un petit peu à la volée, peu importe. Donc ici, mon assistance pour le perçage, je vais faire un trou lisse, ça me suffira, et je vais le mettre diamètre, on va mettre un diamètre 5 à travers tout. Au niveau de ma position ici, donc je vais mettre sur cette face là et je vais positionner plusieurs points à la volée, peu importe. Je valide. Donc je retourne dans mon assemblage, je mets à jour et je vais mettre ici une première vis ici. Donc cette vis là, pareil, je choisis sa taille, je choisis sa longueur. Voilà, très bien. Longueur, peu importe. Et je valide. Donc ici, ce qui va m'intéresser, c'est de répéter cette vis-là autant de fois que j'ai de trous sur ma pièce. Donc plutôt que d'utiliser copier avec les contraintes, si vous avez une pièce où il y a plein de perçages, vous allez utiliser la répétition de composants pilotés par une répétition. Ici, donc mon composant à répéter, ce sera celui-ci, et ma fonction pilotante, ce sera celle-ci. Donc à chaque fois que j'ai un point, il va me mettre une vis. Donc super pratique si vous utilisez l'assistance pour le perçage et que vous voulez mettre vos vis. Donc faire attention quand vous mettez vos vis parce que forcément ça peut ralentir un petit peu votre système. Voilà donc pour cette fonction de répétition, de piloter par une fonction. Donc ça a changé de nom en 2014, ça s'appelle répétition de composants pilotés par une répétition. Pour ceux qui sont sur des versions antérieures, ça s'appelle répétition de composants pilotés par une fonction. Donc ensuite sur ma présentation ici, je vais passer sur la partie suivante. Donc vous avez la possibilité également de cacher vos pièces avec la touche tabulation. Donc tout simplement vous cachez, vous appuyez sur tabulation et dès que votre souris va croiser une pièce, elle va la cacher. Donc ça classique et le sens inverse, c'est Shift tabulation, si vous savez où elles sont. Sinon vous avez le petit bouton à ce niveau là pour remontrer les composants cachés, et là vous pouvez pourquoi pas tous les remontrer.
je vais quitter ça, et je vais donc cacher toute ma visserie. Donc quand vous cachez des composants comme ça, n'hésitez pas à utiliser les états d'affichage pour sauvegarder ce que vous faites, afin d'éviter de le refaire à chaque fois. Vous avez dans les assemblages ici une partie état d'affichage. Donc si je me fais un nouvel état d'affichage, donc ça marche un petit peu sur le même principe que les configurations, mais ça va jouer sur tout ce que vous avez en fait dans cette fenêtre là, donc sur montrer caché, le mode d'affichage, la couleur et la transparence. Donc ici, si je joue sur mes états d'affichage, je vais en ajouter un nouveau. Et donc tout ce que je vais faire dans celui-ci, bah, ça va s'enregistrer uniquement dans celui-ci. Il ne va pas y avoir d'impact sur l'autre ici. Donc là, je me fais un état d'affichage sans visserie. Donc je vais cacher en fait toutes mes vis. Je sélectionne tous ici et je vais faire donc cacher tous ces composants là. Si je regarde dans mon autre état d'affichage, je vais avoir ma visserie. Donc très pratique si vous voulez cacher des éléments ou autre. Donc là je suis sur un truc très simple, mais ça peut être pratique sur des éléments vraiment plus grands. Quand vous avez des éléments qui sont cachés, pareil ici, pour gagner en fait en performance en fait sur vos assemblages, vous avez la possibilité de décharger en fait les composants cachés. Ici, c'est pas parce qu'ils sont cachés qu'ils ne sont plus pris en compte dans votre assemblage. Donc ici, vous allez pouvoir les décharger, les composants cachés. Tout enregistré. Voilà. Et donc après, vous allez avoir un assemblage qui va être beaucoup plus léger. Forcément, parce que tout ce qui est caché n'est plus pris en compte. Donc ça, vous retrouvez ça en faisant un clic droit ici, à ce niveau-là. Donc sur l'arme, tout en haut, décharger les composants cachés. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ici? Donc réorienter les assemblages ou les pièces. Donc ici, par rapport à ce que j'ai fait au début sur ma pièce, si vous regardez votre aperçu ici en isométrique et que ça vous convient pas, vous voulez le voir par exemple, ça vous voulez que ce soit la vue de dessus, vous avez dans vos orientations ici de vue, dans vos vues là, une petite flèche, et vous avez donc cette fenêtre d'orientation, la possibilité de changer en fait cette orientation, mettre à jour les vues standards. Donc ici je vais cliquer là-dessus, mettre à jour les vues standards, et je vais choisir ici donc la vue standard à laquelle vous voulez attribuer la vue actuelle. Donc moi cette vue actuelle là, je veux que ce soit ma vue de dessus. Modifier cette vue standard changera les orientations de vue standard orthogonale nommée et enfant dans les mises en plan. Donc ça va pas changer mes plans, ça va juste changer l'orientation de mes vues dans la mise en plan. Donc ici, si je remets en vue isométrique, maintenant ça a changé. Donc ça peut être intéressant dans un assemblage ou dans une pièce, plutôt que de changer le plan de départ, juste l'orientation de votre pièce là que vous avez en fait dans le cube de visualisation. Maintenant ma vue de dessus, c'est ça. Et donc ma vue isométrique, ça devient comme ça. Donc ça peut être assez pratique pour des présentations ou autres. Voilà sur la partie assemblage ce que j'avais retenu. Sur la partie mise en plan, donc je vais faire la mise en plan de ma petite pièce, vraiment des choses très simples. Donc je vais ouvrir cette pièce ici et je vais faire sa mise en plan. Créer la mise en plan à partir de la pièce. Donc non, je vais pas ouvrir celui qui est fait, je vais en ouvrir une nouvelle. Et je vais placer donc juste une vue ici. Donc là on voit bien, je suis toujours en vue de face. Ensuite, donc ici, qu'est-ce que j'ai retenu dans la partie mise en plan? Donc la réorganisation automatique des cotes, très pratique quand vous utilisez les objets du modèle ici. J'utilisais les objets du modèle pour donc tout le monde, avec pourquoi pas ici l'assistance pour le perçage et ses positions. Donc je valide, donc il va mettre toutes les cotes. Donc là, toutes les cotes sont pas forcément très bien orientées ou autres. Il y en a qui peuvent se chevaucher ou autres. Vous avez la possibilité, donc en faisant un CTRL A d'attraper toutes vos cotes. Une fois qu'elles sont toutes attrapées, vos cotes, vous avez ici un petit bouton qui s'affiche là quand vous relâchez CTRL. Et à l'intérieur de cette fenêtre, vous avez la possibilité ici de réorganiser automatiquement vos cotes. Voilà.
Donc ici, après, vous pouvez après, pourquoi pas, là encore, repositionner ça comme vous le souhaitez. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai retenu? L'utilisation de la bibliothèque pour vos notes et blocs. Donc toutes les notes que vous mettez par exemple régulièrement sur vos assemblages. Donc, vous avez peut-être des notes dans votre cartouche, mais potentiellement si vous mettez tout le temps la même note sur votre pièce pour aller rechercher des propriétés associées à votre pièce ou autre, par exemple là, qu'est-ce que j'ai en propriété? Je vais aller vouloir aller pointer sa masse. D'accord? Donc si je veux ici pointer la masse sur ma mise en plan, je vais donc aller mettre une note qui va pointer sur ma pièce. Et donc plutôt que de le refaire à chaque fois, ce que je vais faire ici, donc là je vais chercher ma propriété de masse à ce niveau-là. Donc elle est là, ma propriété de masse. Donc, je vais retrouver donc ici sa masse. Donc plutôt que de le refaire à chaque fois, cette note, donc après vous pouvez pourquoi pas en rajouter du texte à côté. Donc là je dois être en grammes j'imagine. Et donc cette note là, plutôt que de la refaire à chaque fois, vous avez la possibilité donc de travailler avec cette bibliothèque. Ici j'ai une partie notes et blocs, vous pouvez ajouter des emplacements comme vous le souhaitez, et enregistrer tout ce que vous faites là-dedans. Je vais ajouter à ma bibliothèque, ici, ce petit bouton là. Donc ça va arriver par là. Et donc l'objet à ajouter, ça va être ma note. Donc la note, ici, je peux la nommer masse. Et je valide. Mon style, là ici, je viens sur les notes. Donc après, ma note, je la retrouve ici dans ma bibliothèque. Ce qui me permet, les fois suivantes, de la réutiliser à la volée, en fait. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Attention au vu à l'état des pliés en tôlerie. Donc oui, si je fais une petite pièce de tôlerie et que je fais sa mise en plan, et bien derrière vous allez avoir potentiellement des soucis si vous repliez l'état des pliés. Donc, je vais faire une petite pièce de tôlerie rapidement. Je vais fermer ça. J'en aurai plus besoin, je peux enregistrer. Il est déjà midi 20, donc je vais essayer d'aller rapidement sur ce que je voulais vous montrer. Donc ici, si je fais une petite pièce de tôlerie rapide avec une mise en plan, donc peu importe les codes, c'est pas ça qui m'intéresse, ce sera l'état déplié dans la tôlerie, dans la mise en plan. Ok. Donc ici, je vais faire donc la mise en plan, enregistrer, insérer. Donc mon état déplié ici, voilà. Donc ce qu'il faut faire attention dans vos mises en plan ici, c'est si vous rouvrez en fait la pièce en cliquant sur l'état déplié. Là ici il va me l'ouvrir à l'état déplié. Donc si vous repliez ici votre pièce, forcément dans votre mise en plan elle va être pliée. Votre état déplié que vous avez ici. Parce qu'en fait, quand vous créez une mise en plan à l'état déplié, lui en parallèle de ça, il vous fait une configuration avec l'état déplié. Il y a une configuration qui reste classique. Donc là, si je retourne dans ma pièce, dans ma mise en plan, ma pièce est pliée. Donc là, ça ne marche plus. Donc ici, bien faire attention que votre configuration état déplié reste dépliée. Et celle-ci, donc celle-ci, après vous en faites ce que vous voulez. Voilà, donc bien faire attention à ça. Donc celle-ci doit rester pliée, et la configuration qui est créée automatiquement par la mise en plan doit toujours rester à l'état déplié pour que vous n'ayez pas de soucis sur vos mises en plan de tôlerie à l'état déplié. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté là-dessus au niveau de la liste des pièces soudées en construction soudée? Donc là, sur le même principe, si vous faites un châssis mécano soudé, je vais en faire un également rapidement.
Donc si vous faites un châssis mécano-soudé avec des trous, potentiellement vos longueurs, en fait, vous allez avoir des listes de pièces soudées qui vont être assez longues parce que il va vous lister pour chaque euh, pour chaque élément percé une longueur. Même si c'est la même, il va vous dire attention, là les éléments sont pas identiques. Donc si ce qui vous intéresse c'est juste la liste de débit, donc les coupes brutes, vous pouvez travailler avec les configurations. Ici je vais faire quelque chose d'assez grand quand même. Et je vais nous faire une construction soudée ici. Voilà. Peu importe, tube, je vais prendre du tube carré. Voilà. Donc juste un premier cadre, ce sera suffisant. Et je vais faire à l'intérieur de ça ici un trou sur cette face-là. Peu importe sa longueur, c'est pas ça qui m'intéresse. Ici, jusqu'à bord, ce sera très bien. Je valide. Donc ici, je vais me retrouver en fait avec un élément percé alors que l'autre ne l'est pas. Et potentiellement, ils ont la même longueur. Donc si je mets à jour ma liste de pièces soudées ici, je vais avoir, si je regarde ma liste de pièces soudées, je vais avoir 3 éléments différents, alors que normalement celui-ci il est de la même longueur. Donc ça vient juste du fait que celui-ci est percé. Donc si vous voulez récupérer dans votre mise en plan une liste de pièces soudées avec juste les longueurs sans s'occuper des perçages qu'il y a dessus, vous pouvez travailler avec des configurations. Donc là sur le modèle que j'ai ouvert de base, j'ai déjà des configurations. Donc ici j'ai ma configuration donc usinée et ma configuration brute. Dans cette configuration brute ici, je vais garder donc juste mon esquisse avec l'élément mécano soudé. Dans ma configuration usinée, j'aurai tout le monde. Si je regarde ma configuration brute ici, je n'aurai pas les perçages, ce qui fait que ma liste de pièces soudées maintenant est bien composée que de 2 pièces. D'accord? Et donc en mise en plan, si je fais la mise en plan de ce truc là, je vais avoir donc la possibilité d'avoir une liste de pièces soudées avec donc juste les coupes, la coupe des longueurs, quoi. Donc si j'appelle la liste de pièces soudées de cette vue là, table liste de pièces soudées, je vais charger celle qui va bien. Ici j'ai bien 2 éléments puisque ma nomenclature ici est associée à ma configuration ici brute. Si je prends la configuration usinée, je vais avoir 3 éléments. Voilà, le 3e élément qui arrive parce que je suis sur ma configuration usinée. Si je me mets bien sur la configuration brute, j'ai bien ici donc les quantités qui changent. D'accord ? Voilà pour cette petite astuce qui vous permet de bien avoir donc les mêmes longueurs pour vos constructions soudées. Vous faites une petite configuration dans laquelle tout simplement vous supprimez tout ce qui concerne des enlèvements de matière ou autre. Je vais revenir sur ma présentation. Ici, donc changer la référence de mise en plan. Qu'est-ce que ça va vous apporter de changer une référence de mise en plan? Si vous avez fait en fait une copie de pièce et que sa mise en plan est déjà faite, donc ça je vais fermer. Ça je vais fermer également. Donc
Donc ici dans mon dossier à ce niveau-là, si je le fais par exemple sur ma pièce ici de construction soudée, j'ai ici la pièce 3D et sa mise en plan. Donc je vais copier les deux, CTRL-C, CTRL-V. Je vais laisser les copies, donc ma copie que j'ai là, je vais l'ouvrir et je vais changer une ou deux cotes ici. Je vais faire quelque chose de plus petit. 1500 et lui, on va dire 800. Donc ici, potentiellement, si j'ouvre la mise en plan, comme ils ont le même nom, si je fais fichier créer une mise en plan à partir de la pièce, il demande si je veux ouvrir un fichier avec le même nom. Je vais lui dire oui. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va me charger l'autre pièce. Là, ici, je suis toujours sur la construction soudée. Je ne suis pas sur ma copie. Les éléments, là, ici, je suis bien sur 2020 alors que j'avais demandé 2000. J'avais demandé 1500. Donc là, ça veut dire en fait qu'il me charge l'autre pièce. Donc ça, c'est pas bon. Je vais fermer. Je peux l'enregistrer. Et donc la mise en plan, pour qu'elle soit bonne ici, je vais passer par ouvrir. Et donc ma mise en plan que j'ai réalisée là, celle-ci, je vais changer ses références. Donc il faut passer par SolidWorks, faire ouvrir, retrouver donc sa mise en plan ici, et les références que j'ai là. Donc là, vous voyez, la référence de la mise en plan, c'est la pièce construction soudée. Moi, je veux que ce soit la copie. Elle est à ce niveau-là. Ma copie est là. Je vais charger celle-ci. Donc là, maintenant, si je l'ouvre, je vais avoir normalement les mises à jour qui va être... voilà. J'ai bien mes bonnes longueurs ici de tubes. Au niveau des erreurs et des astuces diverses là-dessus, pour finir rapidement, j'en avais sélectionné deux. Celle-ci, donc une erreur inconnue s'est produite lors de l'accès à mes fonds de plan en fait. Donc ici, ça c'est une erreur que vous avez sur la version 2014. En fait, ça vient de vos images. Tout simplement, faut faire attention aux images que vous avez sur vos fonds de plan. Si vous avez récupéré ce message-là quand vous enregistrez un fond de plan, tout simplement ça vient de vos images que vous avez dans vos cartouches. Donc faites attention à ça, ou potentiellement essayer une autre méthode pour insérer vos images. Si je retourne là sur mon SolidWorks ici, quand vous êtes dans votre fond de plan, pour insérer une image, si vous passez par là, potentiellement ça peut ne pas marcher. Vous pouvez privilégier ici d'insérer un objet et aller le charger ici en passant par cette alternative là. Et de cette manière là, vous n'allez pas avoir ce problème là. Ici, voilà ma présentation, j'en étais ici. Ce message d'erreur ici, le fichier property texte est introuvable à l'emplacement spécifié. Donc ça, c'est vous l'avez ici quand vous faites des configurations. Si je viens sur ma 3D, si je veux ici configurer par exemple une cote, vous récupérez ce message là quand vous faites ici configurer la cote. Donc là moi je ne l'ai pas ce message, mais il vient en fait du fait que si vous n'avez pas si vous avez changé en fait l'emplacement pour le formulaire de propriété par exemple, eh bien il va vous demander de repointer l'emplacement pour le properties text. Donc ce fichier là en fait vous le retrouvez sur votre poste. Il est rangé en fait dans la partie programme data. Si je vais sur mon C2 points, ce fichier properties vous le retrouvez en fait dans programme data SolidWorks 2014 langue French, et donc ce fichier là est ici. Donc si vous avez changé un chemin, il faut le remettre dans le chemin que vous utilisez vous. Donc moi celui-ci en l'occurrence je l'ai remis dans mon chemin que j'utilise pour mon formulaire de propriété. Ici je l'ai rajouté, voilà, je l'ai rajouté ici.
Donc, je l'ai copié, tout simplement collé, afin de ne pas avoir ce message d'erreur. Et dans un dernier temps, ici, des installations propres de la version précédente. Donc, vous avez beaucoup en fait de messages potentiellement qui vont intervenir sur SolidWorks parce que vous avez des anciennes versions qui restent sur votre poste. Donc, pour désinstaller SolidWorks, en fait, quand vous passez par, je vais fermer tout ça. Quand vous passez par donc panneau de configuration, vous avez ici donc désinstaller les programmes, ça c'est classique. Vous allez les pointer sur SolidWorks, mais dans la désinstallation ici, vous allez avoir des options. Donc là, il est ici mon SolidWorks. Si je veux le désinstaller, donc il va me lancer gestionnaire de désinstallation, etc., etc. Et vous avez en fait une partie avancée qui vous permet d'aller supprimer des dossiers qui sont rangés ailleurs. Donc après, c'est pareil, une fois que ce sera fini la désinstallation, il faudra quand même toujours vérifier dans votre poste de travail qu'il n'y ait pas de documents qui restent. Donc n'hésitez pas à poser vos questions ici pendant que mon gestionnaire démarre, parce qu'on est arrivé au terme de cette formation. Comment avez-vous fait pour avoir les axes de centrage en vert directement sur la vue de mise en plan? En effet, je n'arrive pas à attribuer les axes et croix de centrage à chaque précis par défaut sur 2012. Donc sur 2012, il n'y aura pas de souci. Vous l'avez également. C'est tout simplement en fait sur mon modèle. Donc je vais terminer là l'explication sur la désinstallation et je reviendrai après sur l'histoire des axes de centrage. Donc ici, c'est les options avancées en fait qu'il faut aller voir pour la désinstallation et vous avez en fait ici donc les entrées de registre, c'est pour votre numéro de série. Donc si vous l'avez en stock noté, vous pouvez le cocher, moi je vous le conseille pas, mais c'est surtout les deux autres ici qu'il faut venir cocher pour que en fait il fasse un maximum de ménage. Et après, une fois que ça c'est supprimé, que c'est désinstallé, il faut aller quand même vérifier dans votre... voulez-vous vraiment quitter? Oui. Il faut toujours quand même aller vérifier ici que vous n'avez plus rien dans votre C qui concerne SolidWorks. D'accord? Voilà pour ça. Donc je vais redémarrer SolidWorks là pour la question des axes de centrage. Donc c'est tout simplement en fait dans les propriétés de votre document où il faut aller cocher qu'à l'insertion d'une nouvelle pièce, vous voulez les axes de centrage. Ici, si j'ouvre mon modèle de mise en plan, je vais prendre celui-ci. Ici, sur mon modèle de base, en fait, que j'ai enregistré, donc les options que vous avez sur votre document ici, vous avez une partie habillage, et ici, il faut venir cocher axe de centrage et perçage pour les pièces, et également les symboles de centrage. Donc après, vous avez plein d'options ici pour insérer automatiquement lors de la création de vue. Donc tout ce qui va concerner les symboles de centrage et les axes de centrage. Voilà, c'est dans cette partie-là, habillage de vos propriétés de documents. Est-ce qu'on va voir un récapitulatif de la formation en image ou par écrit? Donc il y aura les deux en fait. Je vais refaire des billets de blog là sur ce que j'ai montré au fur et à mesure, et la vidéo sera très certainement publiée sur le guide 3D. Donc vous allez la retrouver afin de vous permettre de revoir un petit peu tout ça tranquillement. Au niveau d'une pièce, comment réorienter les axes? Exemple, cylindre axe en Z à passer en Y. Ce sera en fait sur votre plan d'esquisse de départ, pour que votre cylindre, si l'axe est en Z et que vous voulez le passer en Y, l'esquisse que vous avez fait, il faut lui changer son plan d'esquisse. Ici, si je fais une nouvelle pièce,
je vais faire un axe ici qui va être donc sur Z, si je le fais sur ce plan-là. Donc là, l'axe il est sur le Z. Si vous voulez le passer sur le Y, eh ben, il faut que votre esquisse elle vienne sur le plan de dessus. Donc là, l'esquisse que j'ai là, je vais changer son plan afin de le passer sur le plan de dessus, pour que l'axe passe sur le Y. Voilà. Là, maintenant, je suis bien sur le Y. Donc pour changer les vues de base, hein, c'est le petit bouton que vous avez. Alors il est un peu caché, mais rien ne vous empêche de le remettre ailleurs en le mettant par exemple ici. Hein. Il est caché à ce niveau-là, sur la petite flèche. C'est dans vos orientations de vue en fait, hein, et vous l'avez ici. Mettre à jour les vues standards. Donc il faut d'abord choisir la vue que vous avez, par exemple ce plan de face que j'ai là. Je lui dis moi je veux que ce soit en fait maintenant la vue de dessus. Mettre à jour les vues standards et je veux que ça devienne ma vue de dessus. Voilà. Donc ça peut être pratique si vous voulez garder vos références d'axe, en l'occurrence ici Y, et avoir une orientation de pièce comme celle-ci. Ok, donc n'hésitez pas pour ceux qui sont encore là, si vous avez d'autres questions, si vous voulez que je remonte des choses tranquillement, je vais patienter encore 1 ou 2 minutes. Voilà, donc n'hésitez pas. Quand on récupère une propriété dans une note, pourquoi n'est-il pas possible d'arranger le texte sur 2 lignes s'il est trop long? Tout simplement, s'il provient de la même propriété, faudrait voir le cas en jouant sur vos qu'est-ce que je vais avoir là-dessus? Là, c'est cette note-là qui provient d'une d'une note, d'une même note, et vous la mettez sur 2 lignes. Donc là, ouais, non, pas de possibilité, hein, ce sera forcément tout attaché. Après, il faut voir, pourquoi pas décomposer votre propriété en deux, faire par exemple ligne 1, ligne 2, et là après dans votre texte, vous allez pouvoir avoir la possibilité de mettre les deux les unes en dessous de l'autre par exemple. Et si tout ça c'est dans la même note, forcément il va les mettre à la suite. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre comme question?
La fonction centre de masse, donc non, elle n'existe pas sur 2012. Les esquisses des fonctions suivantes, oui, bah, elles vont suivre en fait, hein, si quand vous faites ici là quand vous faites un changement de plan d'esquisse, si vous avez placé vos esquisses sur des faces, ça va suivre. Si vous les avez placées sur les plans de construction, là non, ça va pas suivre. Il faudra changer potentiellement des faces, enfin les plans d'esquisse de toutes vos esquisses si vous les avez mis euh, sur les plans de construction. Si vous avez associé votre esquisse à une face, là il n'y aura pas de souci, ça va suivre. Non, le filtre doit être là par défaut. Ok, donc j'ai pas de nouvelles questions qui m'arrivent. Je vois qu'il y en a certains qui ont commencé à se déconnecter. Je vais vous souhaiter un très bon appétit. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à repasser, à revenir vers moi via le guide 3D ou le support technique. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation. Bonne journée, bon week-end.